Eh bien, nous sommes sur la scène de ce sublime opéra de Versailles qui va fêter, qui fête ses 250 ans. Et pour en parler, nous sommes avec Laurent Brunner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Versailles Spectacle et c'est vous qui vous occupez notamment de la programmation de l'opéra. Et puis, nous sommes avec Maxime Ohaillon. Bonjour. Vous êtes le responsable du mécénat du château de Versailles. Et puis, vous êtes aussi l'ami du compositeur et du librettiste des Fantômes de Versailles, cet opéra dont on va parler également. Mais on va peut-être commencer quand même par ces 250 ans, parce que j'allais dire, au fond, 250 ans d'histoire nous contemple. Oui, c'est assez rare d'être dans un bâtiment, notamment un théâtre, qui soit si ancien et si bien conservé. Et si bien conservé. Alors le hasard de l'histoire fait que, comme notre opéra n'est pas un opéra pour le grand public à l'origine, mais pour la cour, il est même encore plus spécifique, il n'est fait que pour les cérémonies des mariages princiers. Donc, à l'origine, c'est ça. Hein. Ah oui, oui. Et donc, il a été inauguré en 1770 pour le mariage de Marie-Antoinette et de Louis XVI. Ah, c'est le 16 mai, exactement, c'est ça? Le 16 mai 1770, donc en 2020, ouais. 16 mai également, eh bien, on aura 250 ans exactement, et dans les deux sens du mot, c'est-à-dire et le bâtiment et son inauguration également. Et à l'époque, c'était pour 3 soirs, un soir d'opéra, ça va bien, un soir de banquet, où on mettait les mariés, une vingtaine, sur une grande table centrale et on les regardait banqueter, et une soirée de bal, avec la partie où nous sommes, la scène. La scène, c'était la salle remise au même niveau que la scène, et donc on dansait sur une espèce de très grand ovale, oblong, avec un plateau unique. Et sur cette scène, on mettait des décors de balcons, et les gens étaient sur des balcons, comme dans la salle. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on parle d'opéra, parce qu'aujourd'hui, on en parlera, c'est un opéra, mais c'est vrai qu'il a eu plein de destinations, ce lieu. Il a surtout été, et c'était ça l'idée, non pas ouvert tous les soirs, mais ouvert pour des cérémonies d'exception. Je dis toujours, c'est un petit peu comme le mariage de Kate et William. Et c'est un moment unique. Unique. Ouais. Alors donc, le focal est porté sur ce moment, et c'était le lieu où se déroulait la grande cérémonie du mariage. Ouais. Comme si on avait été à Westminster, même derrière une colonne, on aurait été content d'être dedans. Ouais. Eh bien là, c'est la même chose. Le nombre de places est limité, même si le plateau est le plus grand des théâtres en Europe, avant celui de l'Opéra Garnier un siècle plus tard. Il a même inspiré, non, l'Opéra Garnier? Alors partiellement, on va dire que quand Garnier se pose des questions de construction de son opéra, il veut faire un grand plateau, et donc il vient voir l'autre grand plateau, c'est celui-ci. Et il s'inspire de beaucoup de choses, notamment pour la circulation. Déjà à l'Opéra de Versailles, dès qu'on quitte l'intérieur de la salle pour être dans les couloirs sont tous en pierre, ça brûle pas. Et la peur de l'incendie dans un théâtre fait que... parce qu'il y a eu beaucoup d'incendies dans la salle, vous pouvez trouver du bois, du tissu. Dès que vous sortez de la salle par une porte, dans les circulations, il faut que tout soit en dur, non inflammable. Et Garnier fait la même chose, la situation des escaliers, tout ça. Donc il s'inspire beaucoup de ce bâtiment. Et puis bien sûr, pour la scène, oui. En son temps, l'opéra qui fonctionne à Versailles et qui fonctionne ensuite à Garnier ont à peu près les mêmes techniques, elles n'ont pas beaucoup changé en un siècle. Aujourd'hui, c'est très différent. Et le nôtre, lui, a conservé sa pente sur la scène. Parce que là, alors, si on voyait, on est en descente là un petit peu. Hein. Ah oui, d'ailleurs on était obligé de mettre des cales au siège, sinon c'était comme au ski sur une luge, on basculait. Il y a aussi tous ces mécanismes qui sont entièrement, on va dire, suspendus et manipulés à la main. Avec, alors il ne faut pas dire corde sur un théâtre, donc je ne l'ai pas dit. Non. Parce que ça porte malheur. Hein. Par contre, il ne faut pas non plus des sièges verts, ce qui est la couleur de ceux-là. Mais enfin bon. On fait manipuler tout ça à la main et non pas électriquement. Alors ça donne bien sûr... Même aujourd'hui? Ah oui, toujours. De toute façon, on n'a pas l'électricité sur ces manœuvres-là. Donc ça donne une grande précision, puis aussi une espèce de sensibilité. Faire descendre un rideau à la main, on peut le faire plus doucement sur la fin, ou l'enlever plus vite. On peut le manœuvrer. Alors qu'un moteur, il va faire marche-arrêt. Et puis éventuellement, il fait panne aussi. Bon. Alors qu'a priori, à la main, on y arrive toujours. Alors ça fait beaucoup de spécificité. Alors 1770, on est à moins de 20 ans de la Révolution. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 250 ans quand même? Alors pendant les 20 ans avant la Révolution, ça sert donc pour les soirées, mais ça sert peu. Oui, ça sert une vingtaine de fois. Ah oui, il y a très peu de soirs. Ah non, très peu. Presque une fois par an, quoi. Oui, c'est ça. C'est par bloc de 3 soirs, etc. Mais ça fait, disons, très peu d'utilisation. C'est pas l'endroit où on joue les spectacles tous les soirs. Ça, c'est à Paris. Ou bien dans d'autres lieux à Versailles, et on joue pour très peu de gens. C'est plutôt des petits morceaux d'opéra qu'on joue comme ça, à l'époque, dans des salles qu'on aménage. Et après la Révolution, c'est comme le Palais, ça ferme. Donc pendant des années, il ne se passera plus rien ici. Et il faudra attendre, grosso modo, la guerre de 70 pour que le gouvernement s'installant dans le château après
la défaite, La et défaite. surtout après, après l'avènement de la République, on décide de mettre l'Assemblée nationale à l'autre bout du château et le Sénat. Et le Sénat ici. Ici. Ouais. Alors c'est une salle Le Sénat idéale est à pour faire le l'Opéra. Sénat, puisqu'il y a déjà les sièges, il y a déjà l'endroit du perchoir, ça va être le plateau, et puis il suffit simplement de retirer C'est incroyable. le plafond peint et on met une verrière à la place, vous avez la lumière pour les débats. Et ça va rester dans cet état-là en gros jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et ensuite, on va le remettre en état de théâtre, mais il faudra attendre les années 50 Voilà, c'est relativement pour vraiment récent, faire hein. les travaux. Ouais. Voilà. Parce que le Sénat était encore, il y a 12 ans de ça, propriétaire du bâtiment, affectataire Oui, les du sénateurs bâtiment. pouvaient venir. Pas tout à fait, mais ils avaient des logements. Il y avait des logements, oui, c'est ça, oui. Enfin, de dans le château fonctionnaires du Versailles, Sénat, hein, ouais. mais même les loges qui nous servent de loges pour les artistes, c'était des appartements Pour les sénateurs. de fonctionnaires du pour Sénat. les fonctionnaires du Sénat. Ouais. voilà, jusqu'à il y a 10 ans. Et ça a été un peu compliqué de leur reprendre, je crois, d'ailleurs, non? Pas en soi Non. compliqué, mais quand vous avez des gens qui habitent là depuis Bah, 20 ans, bon, c'est toujours tenez, plus vous compliqué de leur faire changer d'appartement. Vous êtes content d'habiter là. Voilà, c'est ça, ils étaient contents. Mais bon, voilà, on a repris ce bâtiment un petit peu dans une fonction différente qu'il n'avait jamais eue. C'était finalement de lui faire jouer un rôle de théâtre dans un lieu aussi chargé d'histoire que Versailles, donc d'y jouer régulièrement. Et aujourd'hui, c'est une centaine de représentations par an. Et aujourd'hui, alors, on en reparlera peut-être dans une autre émission, mais il y a une programmation incroyable. Oui, je crois Et que ça, le c'est lieu l'appelle. depuis quand Ça il est fait 10 redevenu ans, à sa fonction 2009, d'opéra. 2009. Ouais, c'est ça. La dernière Vous êtes campagne là de depuis quand travaux, 2007. Hein, c'est ça. C'est Donc depuis c'est que pour vous ça. êtes là, en gros. Oui, oui, ah bah c'est ça. C'était ça. Et vous êtes venu pour ça, d'ailleurs. Je ne suis pas venu pour ça, Non. parce que si on m'avait demandé de venir pour ça, ils auraient eu tort. Ils m'ont demandé de venir pour tout le reste. Pour tout le reste, tout Versailles Voilà, Spectacle. Mais- les spectacles Enfin, ça en fait partie de extérieur. Versailles Spectacle, je veux dire. Et puis, moi, j'ai dit au président de l'époque du château, j'ai dit, mais l'opéra. Il me dit, bah, l'opéra, tu peux faire ce que tu veux. Bah, j'ai dit, mais il n'y a pas de budget, il n'y a rien. Il me dit, bah non, il n'y a rien, pas de budget, pas d'équipe, rien. Ouais. Alors j'ai dit, ok, alors si je trouve tout ça, je le garde. Parce que vous savez, en France, le vieux truc, c'est quand vous trouvez quelque chose, on vous le prend. Oui. Hein, on vous en Oui, prend là, déjà oui, il 20% fallait, en TVA, 15% en impôts, à la sortie, il ne reste plus rien. J'ai dit, bon, si je trouve le public, l'argent, les décors, les équipes, on continue, quoi. On ne s'arrête pas en chemin. Et donc, bah, ça s'est fait. Et l'actuelle présidente, Catherine Pégard, qui est une passionnée de spectacle, alors pas seulement la musique, le théâtre, etc., eh bien, pousse ce projet, ce qui fait qu'aujourd'hui, sans argent public, et c'est le seul cas, Oui, c'est ça. Il n'y a pas il n'y a pas un sou d'argent euro de public, vos hein. impôts, d'aucune sorte C'est de vos incroyable. impôts ni de votre TVA ici. Vous achetez un billet, vous savez que vous avez donné une somme, et c'est celle-là, votre écho. Plus peut-être le mécénat. Alors pour le mécène, mais le mécène, il paye aussi. Ah oui, le mécène paye. Voilà. En tout cas, c'est un cas particulier. Il joue un rôle, on en parlera dans un instant avec Maxime Ohaillon. Quand même, on va donc fêter ses 250 ans le 16 mai prochain, avec le Ballet Royal de la Nuit. Alors, je crois, si j'ai bien compris, est-ce que c'est vrai que c'est le premier ballet où Louis XIV apparaît en soleil? Alors Louis XIV a dansé dans des ballets durant une vingtaine d'années, ça paraît pas, Ouais. mais c'est énorme. De sa prime jeunesse jusqu'à quasiment sa prise de pouvoir. Et quand il danse dans le ballet royal de la nuit, il danse plusieurs rôles, comme toujours. Et la cour danse aussi dans Et le la cour ballet. danse Il y a aussi, des ouais. professionnels et il y a les grands de la cour qui sont excellents danseurs. Sans doute Louis XIV était peut-être un des meilleurs danseurs de son C'est un temps. bon danseur. Ah, mais il y passe plus de 3 heures d'exercice par jour. Ce qui est Ah oui. considérable. Mais enfin, à l'époque, il était jeune et sur sa prime jeunesse, il n'est pas encore vraiment roi régnant. Il est roi, mais il y a un Mazarin pour s'en occuper un peu de ce qu'on va appeler les Bien sûr, affaires de oui. l'État. Et quand il danse dans le Ballet Royal de la Nuit, il est le personnage principal. Donc ça passe, entre guillemets, de la nuit au jour. Donc bien sûr. il apparaît au matin en soleil. Et c'est la première fois qu'il apparaît et qu'il prend cette image du soleil. Et c'est très important puisque dans ce ballet, on retrouve beaucoup des affrontements de l'époque. Le sombre, enfin je ne parle pas de la Reine de la Nuit, mais on y est quasiment. Le sombre, c'est par définition toutes les forces du mal, tout Oui. l'inconnu. Et à l'inverse, le soleil c'est le qui roi. vient éclore, c'est ce roi peut-être aussi après la fronde Oui, il y a, qui oui, c'est ça, il y a le retrouve, peuple de voilà. la fronde, c'est ça. Qui est Voilà, il un y a peu du le côté frondeur, sombre aussi, il oui. y a de l'ancien frondeur qui danse dans le ballet. Il y a vraiment une espèce de jeu de cours. Oui. Et le ballet a tellement de succès qu'on le donne plusieurs fois, qu'on laisse venir du public, ce qui d'habitude ne se faisait pas. Et il est vraiment fondateur dans ce sens-là. Peut-être qu'on avait déjà donné des ballets où le droit dansait, mais jamais il n'était devenu ce roi soleil Ce roi qui soleil, reste jusqu'à là. aujourd'hui. C'est vraiment l'image qui va lui coller le plus. Avant, il a été, on va dire, plutôt Apollon, le dieu de la beauté et le dieu des arts. Il va le rester, il va devenir Mars, le dieu de la guerre, très rapidement, mais fondamentalement, il nous en reste C'est le le roi roi soleil. soleil. Alors, ce ballet sera programmé le 16 mai, c'est-à-dire jour pour jour, les 250 ans de l'opéra. Je vous propose d'en regarder un extrait.
Donc c'était un extrait du Ballet Royal de la Nuit qui sera donné ici même dans cet opéra le 16 mai prochain. Alors on va parler maintenant d'un opéra qui s'appelle Les Fantômes de Versailles, qui est important parce qu'il a été donné ici. Il a été donné quand? Fin d'année dernière? Il a été donné en novembre 2019. Et l'idée de fêter cet anniversaire de 250 ans, on le fête sur une saison. Bien sûr. Parce que dans les théâtres, on travaille dans la saison. On travaille sur la saison. C'est la saison des 250 ans. Et j'avais, depuis que j'étais là, quelques œuvres emblématiques en me disant, on ne va pas y arriver, mais on va essayer. Parce qu'il n'y a qu'ici qu'elles ont du sens. Et partout ailleurs, on les donnera comme une œuvre. Et ici, on les donnera à la maison. C'est vraiment à la maison. Et il y a une vingtaine d'années de ça, Corigliano, peut-être même une trentaine maintenant, dans les années 90. Corigliano, c'est le compositeur. Le compositeur avait eu une commande du Metropolitan Opera à New York. Pour les 100 ans du Met. Pour ses 100 ans. Donc déjà une commande d'anniversaire. Et il avait produit, alors peut-être à l'étonnement de tous à l'époque, une œuvre qui s'appelle Les Fantômes de Versailles. Oui. Pourquoi avec ça à Louis New York XVI, Marie-Antoinette, Beaumarchais. Voilà, pourquoi les 100 ans du Met, ça se passe finalement vraiment dans l'Opéra Royal. C'est là que ça se passe, dans l'Opéra, où Beaumarchais et Marie-Antoinette, un peu Beaumarchais amant ou amoureux de Marie-Antoinette, va essayer de transfigurer le destin pour essayer de faire échapper la reine à l'échafaud. C'est incroyable ça. Alors il se dit, la solution, c'est de prendre le collier de la reine, qui a été un événement politique absolument majeur. À côté de ça, toutes nos affaires actuelles sont de la rigolade. Et de le faire disparaître, donc il n'y aura plus le collier de la reine, il n'y aura plus l'affaire. C'est ça. Et peut-être Marie-Antoinette, elle s'en sort. Et il écrit un opéra où Beaumarchais, voulant faire ça, eh bien, écrit lui-même un opéra. Parce que c'est Beaumarchais qui écrit. Voilà, c'est ça. Tout ça est une mise en abîme absolument incroyable, quoi. Mais alors, en même temps, composé à la manière de ces musiques de Rossini et de Mozart, qui ont beaucoup mis en scène Beaumarchais, qui fonctionnent très bien, et ça se passe vraiment ici, en costume d'époque. Donc je m'étais dit, un jour, ça a du sens ici. Ouais. Et on a réussi à le faire, en parlant il y a quelques années avec Maxime. Oui, Patrice. Outre le fait que vous êtes le responsable du mécénat, vous êtes aussi l'ami de John Carigliano et de Bill Hoffman, qui est le librettiste. Hein. Ouais, c'est ça qui est. Vous avez rencontré oui, j'ai bien connu Bill Hoffman, et puis j'ai connu un peu plus tardivement John Carigliano, et puis c'est absolument extraordinaire, parce que qui l'eût cru, je veux dire, ça a été qui l'eût cru qu'un jour on allait pouvoir monter ça à Versailles. Je crois que dans les rêves les plus fous du compositeur, du librettiste, jamais il n'avait imaginé qu'il se produirait sur la scène même des personnages qu'ils avaient quasiment inventés. Il y a ça, et puis il y a aussi le côté un petit peu triste, c'est que Bill Hoffman n'a pas su, malheureusement, que Versailles allait reprendre cette production. Il est décédé d'une crise cardiaque en août 2017, et ça c'est un peu triste, parce qu'il aurait été absolument extatique. C'était un francophile, c'était un francophone, et d'ailleurs je l'avais rencontré dans des circonstances très amusantes. Il était à l'époque, Bill Hoffman, donc le librettiste des Fantômes de Versailles, était à l'époque, donc il arrondissait ses fins de mois en faisant les traductions des surtitres des productions qui étaient présentées à la Brooklyn Academy of Music. Donc, et il y avait une production en français, production... donc on mettait des surtitres. Des surtitres, oui, comme on le fait ici, chez nous. Et donc il était chargé de faire les surtitres en français d'une production française qui avait été amenée à New York par William Christie et les Arts Florissants. Et il se trouve donc c'est un francophile. Enfin, oui, il maîtrisait la culture française, la littérature française, et plus ou moins la langue française. Et j'ai ce souvenir, moi je l'avais rencontré dans des circonstances un petit peu difficiles, parce qu'il s'était fait, conspuer, il s'était fait disputer, parce qu'il avait fait une erreur de traduction qui avait suscité le rire dans la salle, alors que quelque chose de dramatique se jouait sur la scène. Voilà, donc c'est mon souvenir de Bill Hoffman. Et puis évidemment, comme je connaissais bien Bill, Les Fantômes de Versailles, c'était son grand chef-d'œuvre, parce que ce qu'il faut savoir, c'est ce que dit John Corigliano, qui nous l'a encore répété lorsqu'il était là pour les répétitions et pour les représentations, c'est que Bill Hoffman n'a pas été que librettiste. C'est une collaboration entre le compositeur. Voilà. Ils ont formé une espèce de binôme en symbiose, et ils se sont aidés mutuellement, et ils ont produit cette espèce de chose absolument unique, un opéra bouffe qui part dans tous les sens, mais qui a à la fois du génie dans l'écriture musicale et du génie dans l'écriture du livret. Est-ce que c'est une vision, parce que ce sont deux Américains, est-ce que c'est un peu une vision américaine de Versailles, un peu comme ça, un peu romancée, un peu romanesque, un peu... C'est une vision
qui n'a pas la Révolution française comme grille de lecture pour Oui, c'est ça. Versailles. Parce que quand on sort de France, Louis XIV et Marie-Antoinette sont presque aussi importants l'un que l'autre. Marie-Antoinette, c'est Lady Diana. C'est une reine qui meurt jeune, elle meurt au même âge que Mozart. Et ils sont nés à peu près à la même date. D'ailleurs, il n'y a Donc, qu'à voir le film de Coppola. voilà, c'est ça. Et pour eux, c'est un destin tragique. C'est-à-dire c'est une reine qui a quand même pas tout fait pour avoir l'échafaud. Et qui n'est pas une espionne de l'Autriche, qui ne manipule pas. Par contre, elle est prise dans l'espèce de tourbillon de l'histoire, de manière assez incroyable. Elle est plus victime que coupable. Ouais. Alors, en tant que telle, en Asie ou aux États-Unis, c'est vraiment un personnage clé de l'histoire de France. En France, c'est Madame Veto, c'est de la brioche, etc. Ah, donc on est sur un autre critère. De changer un petit peu. Ça reste très puissant. On reste sur Louis XVI, qui est un roi, qui était gros, qui s'intéressait qu'aux serrures. Alors que Louis XVI lisait tous les matins la presse anglaise, dans le texte qu'il avait appris lui-même. Oui, ça, il était très fin connaisseur de beaucoup de choses. Voilà, on a une image cliché et quelque part très héritée de la République durant un siècle et demi, 2 siècles, et qui donne peut-être pas exactement une vision juste de ça. Alors évidemment, ils ont une vision dans ce livret, d'abord burlesque, parce que c'est une œuvre drôle. Et puis ensuite, avec ce détachement que permet 2 siècles et demi d'histoire américaine, enfin, dernier détail, Marie-Antoinette et Louis XVI, ce sont eux qui donnent la liberté aux États-Unis, qui envoient des troupes pour permettre ce qu'on va appeler, nous, l'indépendance de l'Amérique et la Déclaration des droits. C'est Louis XVI. Et pour eux, bien, devant la Maison-Blanche, c'est le square Lafayette. Oui, c'est pas un détail du tout. Donc le lien entre la France et les États-Unis, il passe bien sûr par cette reine, ce roi, Lafayette et d'autres, pas du tout sous le même angle que ce qu'on va voir en France. Nous, on a une vision, évidemment, héritée de nos conflits politiques, finalement, internes, alors que là, il y a peut-être plus la reine que... l'histoire aurait pu la sauver. On va essayer, en subrepticement, en planquant le collier de la reine. Évidemment, ça marche plus ou moins bien. C'est ça qui permet un rebondissement. Et la reine va jusqu'à l'échafaud. C'est quelque part Enfin, on n'a aucun spectacle de théâtre en France. C'est incroyable. Il n'y en a jamais eu où Marie-Antoinette est le personnage principal et va jusqu'à l'échafaud. Il n'y a pas. Alors, c'est intéressant. Les Américains ou les Anglo-Saxons ont toujours eu une vision sur la politique, même de leur époque, très forte dans le spectacle. C'est pas un truc vrai français. que c'est très américain, ça. On peut parler de la politique très vite, et même très vite après les événements. Hein, même beaucoup plus vite que nous. Pendant qu'ils sont encore là. Enfin, c'est une réalité. Maxime Oyon, oui, il y a aussi une anecdote qui est rapportée dans Les Fantômes de Versailles. L'anecdote qui fait qu'on avait organisé la fuite de Marie-Antoinette vers les États-Unis. Et aux États-Unis, à Philadelphie, il y avait une congrégation qui s'apprêtait à recevoir Marie-Antoinette. Ça, c'est vrai. Oui, que l'on retrouve dans la pièce. Alors, je vous propose, puisque l'opéra les Fantômes de Versailles va être diffusé sur TV78, je vous propose d'en voir un extrait, puis on se retrouve tout de suite après. Alors, Maxime Oyon, peut-être un mot quand même de ce qu'est le mécénat, parce que c'est important, vous le disiez, voilà, on ne vit pas avec de l'argent public, chacun paye ses places, ce qui est absolument rarissime dans les opéras, parce que j'avais cru comprendre par exemple que l'Opéra de Paris, le prix de ce que payent les spectateurs, c'est un peu peanuts dans le fonctionnement. Hein. Malheureusement, c'est le modèle économique du mécénat aussi. Hein. C'est le modèle économique de la musique que nous aimons, de cet art qui est l'opéra. Impossible de gagner de l'argent avec. C'est le seul business dans lequel vous investissez 2 € pour éventuellement en gagner 1. C'est comme ça. Et donc il y a une partie qui doit être prise en charge par les subventions ou par le mécénat. Alors, en ce qui nous concerne, nous avons des recettes de billetterie qui sont extrêmement fortes, mais ça ne suffit pas. Et la partie qui nous permet d'équilibrer les comptes, eh bien, il y a une partie de mécénat particulier, donc des individus qui nous suivent, il y a des entreprises qui nous suivent, et puis il y a aussi la possibilité d'utiliser ce lieu extraordinaire pour des soirées d'entreprise. On ne peut pas faire mieux, c'est un bijou fantastique. Donc, mécénat à la fois d'entreprise et particulier. Particulier, très fort, et entreprise aussi. Des particuliers qui, à partir de 400 € sont
mécènes de Mécènes, l'Opéra Royal, oui, voilà. avec une déduction fiscale. Bien sûr. On ne parle pas de gens qui sont tous richissimes et qui viennent faire un club excluant le reste du public, pas du tout. Oui, ça commence à 400 €. Bien sûr, oui. C'est une petite pierre portée avec amour, fait des vraies constructions, notamment l'Opéra Royal. Ce qui est important à dire, c'est que Allez-y. Non, Alors, ce qui est important à dire, c'est que quand vous achetez votre place de spectacle, eh ben, ça ne paye encore pas la production. Donc, si vous pouvez faire un petit peu mieux que simplement votre place de spectacle, bienvenue. on voit bien le responsable du mécénat. Merci infiniment, Maxime Ohaillon et Laurent Brunner. Laurent Brunner, je propose qu'on va se retrouver un de ces quatre pour parler de la programmation de cette année magnifique, puisque c'est celle des 250 ans de l'Opéra de Versailles. Merci infiniment à tous les deux. Merci Patrice.